Aujourd'hui, nous parlons d'une association, le cri du cœur d'une mère qui espère. Le 7 avril, nous commémorerons le début du génocide au Rwanda. L'année prochaine marquera quant à elle aussi le 30e triste anniversaire de cette page tragique dans l'histoire du pays. Revenons un petit peu sur le contexte historique. Durant ce génocide qui a duré plusieurs mois et pendant lesquels on dénombrera près de 800 000 morts, il y a aussi une situation que l'on connaît moins, c'est le sort de ces milliers de disparus, et notamment des enfants abandonnés. Mais dans ce drame de ne pas savoir que sont devenus parfois des proches, des mères de famille espèrent et continuent leur recherche. Une de ces mères remplie d'espoir, c'est Béatrice Mukamulindwa, qui est fondatrice de l'association Le Cri du cœur d'une mère qui espère, et qui vient aujourd'hui témoigner de ce combat qui la rend vivante. Savoir d'où l'on vient, connaître le destin des êtres chers est un droit inaliénable pour tous. Bonjour Béatrice Mukamulindwa. Bonjour Yves. Merci de venir ici pour parler de ce qui vous rend vivante, ce projet de l'association Cri du cœur d'une mère qui espère. Béatrice, le Rwanda, c'est votre pays d'origine. Vous grandissez dans un milieu très rural dans l'ouest du pays. Vous êtes dans le sud. Vous êtes d'origine Tutsi. Comment est-ce que vous définiriez cette origine, cette identité? Comment est-ce que vous grandissez au Rwanda? Je ne sais pas si je peux définir cette identité. Je suis née au Mora collé sur la peau. Elle m'a poursuivi toute ma vie jusqu'à l'âge justement où j'ai perdu tous les miens, mes enfants, ma famille. J'ai créé beaucoup d'amis. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut définir. Hein. En fait, les historiens, nous aussi en grandissant, on nous disaient qu'il y avait des ethnies, des Hutus, des Tutsis et des Twa. Mais j'ai grandi dans un milieu d'après la révolution rwandaise qui a eu lieu en 1959. Oui. Et donc là, c'est dans une famille qui était déjà éprouvée par ce qui s'est passé en 1959. Mes oncles morts, d'autres qui avaient fui le pays, avec des parents qui étaient plus que traumatisés par cette situation. Oui. En tout cas, on ne nous en parlait jamais. C'est des choses qu'on sentait ou alors qu'on entendait les grandes personnes en discuter entre elles. Et c'est surtout à l'école, quand on doit commencer l'école secondaire à l'époque, parce qu'il fallait l'accord du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir passer de la 6e année primaire à la première année secondaire. C'est là où on commençait à voir les problèmes d'être Tutsi dans le pays. Les ségrégations. Et les ségrégations. Moi, personnellement, ça m'a poursuivi jusque quand j'ai terminé mes humanités. On parvenait quand même à passer entre les mailles du filet, mais c'était rien d'évident. Mais quand j'ai terminé mes humanités, j'avais fait les humanités scientifiques. La suite, c'était logique, c'était d'aller à l'université parce qu'on n'était pas qualifié dans aucune matière. Et là, nous n'étions que deux Tutsis. Et seulement nous deux n'avons pas eu de bourse d'études, alors que les autres les ont eues jusqu'à la dernière de la classe. C'est alors là où j'ai commencé vraiment à vivre une prise ça. De conscience. Oui, une vraie prise de conscience de ce qu'était être un Tutsi au Rwanda. Et pour autant, dans ces premières années, dans le sud du pays, avec votre famille, avec vos parents, c'est plutôt une période qui est paisible, ou bien vous sentez quand même déjà venir le germe en fait d'un génocide à ce moment-là? Disons, je ne sais pas si c'est par naïveté ou par innocence, je dirais plutôt innocence. Quand la révolution a eu lieu en 1960, j'avais 4 ans, près de 4 ans. J'étais encore petite pour réaliser ce qui se passait et je n'avais retenu que le meilleur du moment. On était ensemble, on nous avait chassés, on était rassemblés, toutes les familles proches, les amis, on était ensemble chez quelqu'un qui nous avait ouvert chez lui pour qu'on puisse s'y abriter. Et moi, comme j'étais la plus jeune, j'étais heureuse d'être entourée de grandes familles qui m'ont cajolée, qui m'ont chanté des berceuses. Donc, ce qui fait que ma mémoire d'enfant n'a gardé que ça. Le reste, j'ai entendu dire quand je grandissais, était décédé, était par récit de famille en fait. Oui. Et alors, il y a eu aussi l'année 1960.
1913 où les Tutsis ont été chassés des écoles et des administrations publiques, comme ça sans que rien ne se soit passé. Et là aussi, c'est là où dans le sud, il n'y a rien eu. Donc le sud du pays, il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu... Bien sûr, il a été épargné par le contexte. Les étudiants ont été chassés comme dans les autres écoles, mais il n'y a pas eu de tuerie dans les campagnes. Donc on s'est cru en sécurité dans cette partie du pays. Et le génocide est venu nous surprendre. Le contexte même du génocide, donc en 1994, se met en place dès le début des années 90, au moment de la guerre civile rwandaise qui a opposé le gouvernement Hutu au Front patriotique rwandais. L'événement qui va surtout générer un peu l'emballement meurtrier a lieu le 6 avril 1994. Il s'agit du crash d'avion dans lequel meurt le président rwandais Juvenal Habyarimana, qui est en réalité un attentat, en fait. À ce moment-là, vous êtes en Belgique, en fait, la veille du commencement de cette terrible tragédie qu'est le génocide. Vous êtes donc en Belgique, vos enfants sont restés au pays, donc au Rwanda, avec votre frère. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à ce moment-là, en Belgique, en avril 94 ? C'est indescriptible, parce que je viens de quitter mes enfants. J'aurais pu les prendre avec moi, mais je n'étais pas consciente, je n'avais pas cette prise de conscience parce qu'en fait, c'est surtout, je me suis leurrée avec l'arrivée de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour le Rwanda, parce qu'il y avait plein de soldats dans Kigali, j'ai travaillé à Kigali, la capitale. Et donc là, je me disais, s'ils sont venus, c'est qu'ils sont venus pour faire quelque chose. Et je ne pouvais pas imaginer qu'eux, présents sur le pays, ils allaient laisser les gens tuer les autres comme ils l'ont fait. Donc, je laisse mes enfants, j'arrive, je venais pour un mois. Alors, 10 jours après, le génocide commence. Je ne connaissais rien en Belgique, je ne connaissais personne en Belgique, sauf mon mari que je venais rendre visite. Et quelques compatriotes qui étaient étudiants aussi à Louvain-la-Neuve, ses copains. Donc là, j'attendais qu'il y ait une réaction. Ce qu'on faisait, c'était écouter les infos. On écoutait les infos. On voyait les gens mourir. On a essayé de tout faire pour avoir les nouvelles de nos enfants. Parce qu'ils n'étaient pas à la capitale, ils étaient au sud. Oui. Mon frère n'avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone fixe au Rwanda. Même à Kigali, il n'y avait pas. Enfin, pas chez tout le monde. Et donc là, on a tout fait pour essayer de trouver quelqu'un qu'on pourrait envoyer chez mon frère pour avoir des nouvelles, mais en vain, personne ne pouvait se déplacer. La situation était grave. Vous compreniez là qu'il s'agissait en fait d'une tuerie de masse, donc de ce qu'on appelle un génocide. Vous compreniez qu'à ce moment-là, c'est toute la communauté Tutsi qui en fait souffrait. On avait des nouvelles tout le temps. Il y avait des gens qui avaient encore des téléphones, qu'on essayait de joindre, qui nous disaient tel on vient de la tuer, avec sa famille et ses enfants, tel autre on vient de la tuer. Et puis on échangeait entre nous, les Rwandais qui étaient en Belgique, on était au courant que les gens mouraient tous les jours. Vos 3 enfants, c'est Alain, Aline et Nadège, c'est ça, 12, 11 et 9 ans au moment du démarrage du génocide en 1994. Vous n'aurez plus de nouvelles d'eux. Ce que vous savez en revanche, c'est que vos frères et sœurs, votre mère, votre grand-mère, vos oncles, vos tantes, des cousins sont décédés, ils ont été assassinés. Aujourd'hui, quand vous prenez conscience de ça, est-ce que vous avez encore des membres de votre famille ou pour vous ça a été véritablement un événement traumatisant suite à tous ces décès? Au début, je pense que je m'avais fait une carapace. J'essayais de ne pas trop entrer là-dedans. Je savais bien que les gens sont morts parce qu'on me l'avait rapporté. Mon mari était retourné au Rwanda directement après le génocide, donc il m'a dit que tout le monde était mort. Et puis, début 95, je suis allée moi-même parce que je voulais aller à la suite d'une nouvelle que j'avais eue, comme quoi les enfants n'étaient pas décédés là où ils auraient dû être tués. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne, il y avait des ruines, je me suis rendu compte. Mais là, j'ai tout de suite investi dans la recherche de mes enfants. Oui. J'avais bien sûr un cœur serré, je parvenais pas à réaliser en fait que nos voisins que je connaissais bien
qui nous connaissaient bien, avec lesquels on n'avait aucun problème, se réveille un bon matin et commence à prendre la machette, à macheter tout le monde sans épargner un enfant, sans épargner des vieilles personnes. Il y a ma grand-mère qui a été tuée à 98 ans, donc ça, je ne parvenais pas à comprendre. Mais j'essaie d'en refaire de l'action parce que je devais aller ici, je devais téléphoner ailleurs, en plus, je me suis mis directement aux études à Louvain-la-Neuve. Oui. Tout ça m'occupait l'esprit, mais n'empêche quand même, je ressentais, je ne sais pas, c'est indescriptible. Évidemment. Ce qu'on peut vivre, ce qu'on vit, ce qu'on sent, qu'on ressent. J'avais de la haine, j'avais de la rancœur envers les Hutus, évidemment. Je me disais, je ne vais plus jamais leur adresser la parole, jusqu'au jour où, un bon jour, moi, je dis que c'était la main du Seigneur. Quand mon mari, on s'est séparés juste une année après, jour pour jour. C'était terrible, c'était encore plus terrible que tout ce que j'avais vécu. Mais à un moment donné, je me réveille la nuit, j'entends une voix qui me parle et qui me dit « Écoute Béatrice, dans ma langue, on dit que l'animal le plus féroce, c'est l'homme. » Alors je me suis rappelée de ce dicton que même me racontait souvent ma grand-mère. Et je me suis dit, si mon mari avait été Hutu, j'allais dire que c'est parce qu'il est Hutu. Donc j'ai compris que tout homme peut être méchant, qu'il soit Hutu, qu'il soit Tutsi. Je ne sais pas si ça dépend des circonstances ou de quoi. Et là, j'ai commencé à relativiser. Pas relativiser ce qui m'était arrivé, mais mon cœur a commencé un peu à prendre de la distance un petit peu par rapport à ce dont vous souffriez. Oui. Non, par rapport au ressenti, à la haine, à la rancœur que j'avais envers les Hutus. Je me suis dit, ce sont des humains comme les autres. En tout cas, ce que mon mari venait de me faire, ce n'était pas mieux que ce qu'eux avaient fait, et surtout après ce que j'avais vécu. Et donc, c'est à partir de ce moment, petit à petit, j'étais chrétienne, croyante, mais sans plus. C'est petit à petit que j'ai fait les pas vers le Seigneur. Que votre foi s'est réveillée et déployée, en fait. Pas directement, mais déjà, il y avait une porte ouverte pour entendre la parole de Dieu. Parce que déjà, quand mon mari m'a quitté, ma première résolution, c'était je ne vais plus aller à l'église. Parce que j'avais l'impression que les gens qui priaient, c'était plus pour ne pas ressentir quelque chose. Ah, oui. Donc, je me suis dit, non, je dois me battre, je ne vais pas me laisser faire, le Seigneur fera. Donc, c'était ma première résolution que j'ai faite. Mais déjà, il y avait cette haine féroce que j'avais prise dans mon cœur. Moi, je pense que c'est à partir de ce moment-là que la porte était ouverte pour entendre autre chose que ce que j'avais emmagasiné dans mon cœur. Pour laisser entrer la grâce. Oui, exactement. Effectivement, parce que depuis la fin de ces événements, un espoir ne va plus vous quitter. C'est celui de retrouver vos enfants, dont vous n'avez donc plus de nouvelles depuis 29 ans. Nous pourrions nous poser en fait la question, alors que vous vous êtes rendu en fait vous sur place, dans la région où ils se trouvaient, pourquoi est-ce en fait si difficile de retrouver leurs traces à ce moment-là? Et aussi, c'est le cas de tant d'autres parents qui mènent la même quête que vous en fait. Pourquoi était-ce tellement difficile de retrouver vos enfants? Pour mes enfants, moi je suppose, parce qu'ils n'étaient pas à Kigali dans les milieux connus où les gens les connaissaient, pouvaient témoigner de ce qui leur était arrivé. Ils venaient d'arriver chez mon frère, ça faisait seulement 10 jours ou 11 jours parce qu'ils sont partis un jour avant moi. Et donc là, en plus de ça, ils n'ont pas été, la famille de mon frère n'a pas été tuée chez lui. Ils ont pris la fuite, ils ont été tous rassemblés dans un vaste domaine para-étatique d'élevage, Izar Songa. Et là, il y avait plein de gens qui venaient avec eux. Ah oui. Donc, eux s'estiment à 25 000 personnes qui étaient rassemblées. Une sorte de camp de réfugiés, en fait. Oui, c'était un camp. C'était un camp là. D'accord. Loin de... Oui. Donc, à un moment donné, les militaires sont venus fusiller, lancer des roquettes là-dedans. Il y a des gens qui sont morts là-bas, il y a d'autres qui ont essayé de fuir. Donc, à partir de ce moment, on ne sait pas vraiment qui est mort là-bas. On ne sait pas qui a essayé de fuir. Et quand on a essayé de fuir aussi, tout le long, ils essayaient de rejoindre le Burundi, pays voisin. Oui.
Et tout au long, il y avait des barrières, on tuait des gens, on tuait des gens, on tuait des gens. Tous les témoins que j'ai rencontrés me disaient qu'ils ont vu mon frère avec beaucoup d'enfants et des grands enfants parce qu'il avait lui-même 3 enfants. Et donc, ils supposaient qu'il y avait les miens. Mais à partir du moment où il y a eu ces fusillades, plus personne ne pouvait savoir ce qui était arrivé à l'autre. Oui. Alors évidemment, Béatrice, on a déjà pu aborder cette question de votre foi en Dieu qui est chevillée au corps. Puisqu'en vous voyant, on rencontre une femme très paisible, mais habitée par une rage de vivre, d'une espérance qui ne vous a jamais quitté. Hein. Comment est-ce que vous avez parlé à Dieu en arrivant au Rwanda quand vous prenez conscience que près de 800 000 Tutsis ont été assassinés dans les conditions que vous avez un petit peu décrites, qu'on connaît à travers les documentaires, les images qu'on a du Rwanda, tous ces corps qu'on découvre, toute la cruauté qu'on a pu constater. Comment est-ce que vous parlez à Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu quand on découvre toute cette horreur? Mon premier voyage au Rwanda, je n'étais pas vraiment encore spirituelle, j'étais juste catholique, croyante. Mais quand même, n'empêche que durant ma vie de jeune fille, de jeune adulte, j'ai toujours constaté qu'il y avait des situations exceptionnelles qui m'arrivaient en bien. Et je disais merci Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Mais, la louange. Non, ce n'était pas vraiment la louange, c'était Dieu comme tout le monde parle de Dieu. Mais je ne savais pas que ça pointait vers quelqu'un qui existe et qui parle et qui agit. Et donc là, je me suis dit, comment est-ce que Dieu a-t-il pu permettre ça? Mais quand je faisais un petit retour en arrière, comment j'ai été protégée à travers beaucoup de situations bien avant la guerre et le génocide, c'est là où je me disais, si j'avais été à Kigali, début 94, je serais morte avec mes enfants. Parce que chez nous, ils sont arrivés le 7 avril, à 7 heures du matin, ils étaient là, les tueurs. Le premier jour oui, ils étaient là. Des 3 mois de génocide, en fait. Donc, ils étaient là. Il n'y avait ni mes enfants, il y avait personne, quoi. Là, je me suis dit, c'est que le Seigneur a une mission. Comment se fait-il d'abord que j'ai quitté quelques jours avant, alors qu'au départ, je devais venir en Belgique, je voulais venir en Belgique fin janvier. Et finalement, sans raison aucune, je me suis dit non, je préfère y aller pendant les vacances de Pâques. Comme ça, je pourrais prolonger et faire un mois en Europe. Oui. C'était mon premier passeport. Parmi les ségrégations qu'on subissait, on ne pouvait pas avoir un passeport quand on était Tutsi. Ah oui. Et donc là, c'était mon premier passeport. C'était mon premier voyage loin. J'avais déjà été au Kenya et au Congo. Alors je me suis dit, je ne vais pas pour 2 semaines seulement. Donc, il aurait suffi que je vienne en janvier. On serait morts, mes enfants et moi, là, pour sûr, le 7 avril à 7 heures du matin. Et j'avais aussi eu un petit clin d'œil en 73, quand ils sont venus, les étudiants des écoles voisines sont venus nous chasser de l'école. Ah oui. Beaucoup ont été frappés, il y a eu des viols, paraît-il. Mais je suis avec une copine, les 2 sœurs qui n'ont jamais eu aucun coup, parce qu'à un moment donné, ils sont tombés à côté, on était cachés en dessous des lits. Et donc, d'un côté, il y avait une fille qu'on recherchait, je ne sais pas pour quelle raison. De l'autre côté, il y avait une autre qu'on recherchait. Quand on les a retrouvés, ils sont vite partis. Ils ont dit, oh, les familles, on les a retrouvés. Et donc, j'ai été épargnée, moi et une autre qui s'appelle Bernadette Mjao Maria. Là, je me dis, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a sauvée à ce moment? Pourquoi est-ce que maintenant, j'ai quitté le Seigneur, entre guillemets, parce que ce n'était pas encore le Seigneur que je connais maintenant. Pour vous, ce n'était pas encore tout à fait... Oui. Et donc là, je me suis dit, peut-être qu'il y a un signe. La providence agit vraiment dans votre vie, en fait. Oui. Alors je me suis dit, à travers les épreuves, il y a toujours eu un petit clin d'œil du Seigneur. Et voilà, donc c'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, je dois les rechercher. Et je pense et j'espère qu'il y en aura au moins un qui sera encore en vie. D'autant plus qu'on me rapportait qu'ils n'étaient pas morts là où ils s'étaient réfugiés dans le camp, qu'ils avaient réussi à fuir jusque près de la frontière. L'histoire se perd tout près de cette frontière avec le Burundi.
quand la dame qui en témoignait était tombée en embuscade. Ouais. Et donc là, c'est chemin faisant, dans ma rencontre avec le Seigneur, là, je cherche, bien sûr, je continue à chercher, mais je cherche plus les enfants des autres, enfin, tous les disparus, tous les enfants disparus pendant le génocide. Oui, parce que d'autres mères ont rejoint votre association, Oui. Cri du cœur d'une mère qui espère. En fait, c'est cette même foi, cette même détermination qui vous permettra d'affronter aussi les accueils divers et variés que vous allez recevoir au cours de votre démarche, puisque pour faire toutes ces démarches, vous rencontrez des ONG, vous rencontrez beaucoup de monde, en fait, y compris, je pense, des génocidaires en prison. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont pu vraiment vous aider et d'autres qui vous ont en fait reçu de façon un peu glaciale. J'ai rencontré des personnes en prison, mais c'était bien avant l'association. J'avais même pas eu encore l'idée que je pourrais m'associer pour ceci ou cela. C'était encore quand je recherchais l'histoire de mes enfants, et surtout de mon frère, parce que j'ai jamais su ce qui lui est arrivé. Je sais pour les autres frères, mais celui qui avait les enfants, j'ai jamais su ce qui lui était vraiment arrivé. Personne n'a témoigné. C'est donc là où je suis allée en prison. J'ai rien su de plus. Mais l'accueil glacial, je reçois non pas des génocidés, mais de tous les Rwandais en principe. Quand j'ai commencé à parler déjà de rechercher mes enfants, les gens ne comprenaient pas que je puisse chercher les enfants parce que pour eux, tout le monde était mort. Ah oui. Ils ne comprenaient pas votre espérance à vous, en fait. Non. Mais moi, je me disais, même s'ils ne sont pas en vie, mais que je sache ce qui est arrivé. Et alors, on m'a posé justement l'argument comme quoi il y en a qu'on a jeté dans les rivières, et c'est vrai. Il y en a qui ont été dévorés par les chiens, et ça, c'est vrai aussi. Donc, pour l'opinion rwandaise d'une manière générale, ça ne pouvait relever que du traumatisme, de la folie, de pouvoir espérer quoi que ce soit. Oui. Donc, j'ai appris à ne plus dire pourquoi je faisais toutes les démarches que je faisais, pourquoi je faisais tous les voyages que je faisais. Oui. Parce que je ne voulais pas d'autant plus que moi-même, il m'arrivait de me demander, mais ils seraient où s'ils étaient en vie? Donc, j'ai appris à ne plus rien dire pour éviter qu'on me décourage. Jusqu'au jour, justement, où... Mais partout où j'allais, je me rendais compte, je suis allée au Congo, par exemple, dès 95 janvier. Là, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'enfants dans toutes les familles congolaises, d'enfants rwandais. Qui avaient été accueillis. Alors. Qui avaient été accueillis, mais qui n'étaient connus d'aucune organisation. Et quand je suis allée à Brazzaville, la même chose. Partout où j'allais, j'apprenais des nouvelles qui me permettaient de comprendre qu'il y avait encore beaucoup d'enfants. C'est ça, qui étaient quand même encore en vie. En vie, quelque part. Là, mon rêve était de comment est-ce que je vais faire le tour de toutes ces familles congolaises. En tout cas, tant que je n'avais pas encore fait ça, je savais que je n'aurais pas les moyens de le faire. Mais tant que ce n'était pas encore fait, pour moi, c'est qu'il y avait encore de l'espoir. Finalement, je me rends compte, au début, je croyais en fait que les parents qui étaient au Rwanda savaient plus ou moins ce qui était arrivé à leurs enfants. Jusqu'au jour où je me rends compte qu'il y a d'autres familles qui ne savaient rien, mais qui n'osaient pas le faire. Peut-être parce qu'ils étaient convaincus que c'était fini. De peur de recevoir en fait les mêmes obstacles que les vôtres. Oui, aussi. Et puis de peur de moyens. Je n'ai pas de moyens, je n'ai jamais travaillé, mais au moins ici, je sais vivre sans travailler. C'est pas comme, sans travailler pour l'argent. C'est pas comme au Rwanda, si tu n'as pas travaillé un seul jour, tu ne vas plus manger. Donc, et puis il y en a d'autres qui sont rescapés, qui ont perdu leurs enfants, mais qui en ont encore d'autres dont ils doivent s'occuper. Oui. En tout cas, je me suis sentie libre de faire ce que je fais maintenant. Parce que je n'avais pas d'autres occupations, je n'avais pas d'autres entraves, d'autres contraintes. Et donc là, j'ai commencé justement, j'ai lancé l'appel. Je croyais que les familles allaient vite accourir, mais ça a été un parcours de combattant. Ça fait 10 ans qu'on a commencé au Rwanda, 11 même. Mais les parents n'osaient pas le faire parce que justement, ils m'ont témoigné que pour eux, il y en a qui voudraient bien, mais qui n'oseraient jamais aller en public et dire qu'ils chercheraient les enfants.
Oui. Ils font preuve de beaucoup de pudeur, en fait, d'une certaine peur, peut-être. Oui. Avec Béatrice Mukamulindwa, rwandaise, nous parlons d'un sujet douloureux et plein d'espoir à la fois. Comment, 29 ans après le génocide au Rwanda, retrouver des enfants et des proches disparus? L'association Le Cri du cœur d'une mère qui espère a plusieurs années maintenant. Combien de femmes ou de parents disparus, Béatrice, est-ce que vous encouragez? Combien de personnes sont proches de l'association et continuent en fait les mêmes démarches que vous? Je ne sais pas dire qu'ils font les mêmes démarches que moi parce que ils ont recours plutôt à moi et à mon association pour qu'on les aide à Ah oui. chercher. Et là, c'est tout récemment, nous avons eu, j'ai été inspirée d'une pièce de théâtre radiophonique parce que je sais bien que les Rwandais, ils ont presque tous des radios Mhm. et qu'ils en raffolent. Et donc là, je me suis dit, on n'a pas eu les moyens parce que nous travaillons sans financement. On n'a pas eu les moyens de parcourir les collines comme je l'aurais souhaité. Et alors là, si on fait écrire et jouer cette pièce de théâtre, il y aura peut-être moyen de toucher tous les Rwandais, en tout cas dans toutes les régions du Et pays. de quoi parlait exactement cette pièce de théâtre en fait? C'est une sensibilisation en fait. D'accord. Oui, tous les problèmes que j'ai rencontrés, donc les gens qui disent que non, il ne faut pas essayer parce que ça ne vaut pas la peine, non, laissez tranquille ces enfants. Là où ils sont déjà habitués, ça ne sert à rien de les déstabiliser. Et nous, on est axé justement sur notre slogan que tu as dit tout à l'heure, connaître ses origines. Un droit inaliénable pour tous. Oui, connaître ses origines, savoir le destin de ses êtres chers, sans quoi ça crée des blessures intérieures dont on ne peut pas guérir soi-même et qui impactent aussi bien la famille, les voisins, et finalement tout le pays. On est axé sur ça, les blessures intérieures dont on doit se défaire en essayant de résoudre un problème tant qu'il se présente. Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'un ou l'autre succès justement que vous avez rencontré parmi vos recherches? Je crois que dernièrement encore, vous avez eu un miracle, comme vous dites. Oui, c'est vraiment un miracle, hein, parce que la pièce de théâtre a commencé le 19 octobre. Et c'est une fois par semaine, tous les mercredis à 20h15, heure locale. Et depuis octobre, on a, jusqu'à présent, nous totalisons 9 retrouvailles d'enfants. Oui. Et la plupart sont de cette pièce de théâtre. On en avait 3 avant la pièce de théâtre. Maintenant, donc, il y a 6 retrouvailles. Depuis janvier, ça fait 5. En novembre, ça faisait 1. Donc c'est grâce à la radio et à cette pièce de théâtre que vous êtes parvenus à retrouver, donc, les gens, réunir des familles. Partout ils ont écouté, c'est bien écrit, c'est bien joué, ça explique bien. Et donc ceux qui n'osaient pas ont osé prendre le téléphone et appeler pour qu'on essaye de retrouver. Mais en plus de ces 9 retrouvailles, il y a aussi au moins une centaine de personnes qui nous ont contactés. Nous essayons de prendre les témoignages, de les mettre sur une chaîne YouTube pour que justement ça soit comme un recueil de tous ces témoignages. Et que ça se diffuse aussi. Et que ça se diffuse. Ouais. Alors pour conclure notre échange, Béatrice, je vous propose de nous partager un espoir, un rêve. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez, ou peut-être une parole, une prière qui vous tient particulièrement à cœur dans votre vie quotidienne, dans cette mission que vous vous êtes donnée pour rechercher des enfants, des proches? Ça me surprend un peu, mais une chose que j'aime dire au Seigneur, parce que jusqu'à présent, c'est les enfants qui retrouvent leur famille. Mais il y a des mamans qui sont avec moi dès le début de l'association. J'aimerais bien vraiment, je supplie le Seigneur pour qu'il fasse encore son miracle, parce qu'il en est capable. Pour que les mamans qui sont avec nous, qui ont bravé ce regard des voisins, des familles et tout ça, puissent au moins savoir ce qui sont devenus les enfants, ou au mieux encore les retrouver. Des exemples de résilience de familles qui se sont reconstruites après le génocide au Rwanda, vous en avez vu beaucoup?
Résilience, c'est assez large. Hein. Ben, je ne Mhm. sais pas. Et surtout que je ne vais pas au Rwanda. Quand j'y vais, c'est pour une mission précise. Mais quand je vois les Rwandais, je me dis bien qu'ils ont réussi ils ont réussi cette résilience. En tout cas, moi, je suis parvenue et j'espère que les autres, ils sont parvenus. Et je prie pour parce que je sais que c'est pas facile comme ça, d'un craquement de doigts, Oui, de se dire, il y a eu de se ceci, mais relever. oui, Mhm. oui. Aujourd'hui, c'est un témoignage de force et d'espérance que vous nous avez partagé, Béatrice Mukamulindwa. Merci beaucoup. Cette espérance que vous partagez avec tant d'autres mamans pour retrouver vos enfants, des proches 29 ans après le génocide au Rwanda. Une mission que vous concrétisez dans une association, le cri du cœur d'une mère qui espère. Alors merci à vous, Béatrice. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'en parler parce que des enfants, il y en a partout, il y en a en Belgique. C'est une sensibilisation qui peut passer par des petites actions, des petites émissions. C'est pas une petite Oui, émission. Donc, c'est toujours une opportunité quand je parviens à en parler. C'est moi qui vous remercie.